Monsieur le Président, je vous remercie au nom de LexisNexis d'avoir accepté notre invitation à ce webinaire en plein cœur du marathon budgétaire. Le PDF est arrivé au Sénat. Il y a un petit moment de répit, on en a profité pour vous inviter. Nous connaissons l'intensité de cette période pour être des auditeurs assidus des débats en commission et en séance aussi sur la loi de finances chaque année. Vous êtes député de l'Oise depuis 2002, vous avez exercé des fonctions ministérielles à plusieurs reprises, ministre du Budget, puis ministre du Travail. Vous êtes aujourd'hui président de la Commission des Finances, aux côtés de Laurent Saint-Martin, lui-même rapporteur général de cette même commission. La période de confinement dans laquelle nous sommes installés depuis le 30 octobre s'est traduite par une nouvelle révision, la 4e, du budget pour 2020. Le déficit budgétaire est entré dans une phase de yo-yo. Il était évalué en juillet à 225 milliards d'euros, puis à 195 milliards d'euros en septembre, et il est rétabli à 220 milliards d'euros pour tenir compte du financement des nouvelles mesures d'urgence. Le président de la République a annoncé hier soir la mise en place d'une période de déconfinement progressive en 3 temps, le 28 novembre, le 15 décembre et le 20 janvier prochain. La mise en œuvre d'un déconfinement progressif ouvre une nouvelle période d'incertitude après une séquence de yo-yo budgétaire. Plus généralement, cette situation appelle plusieurs questions qui concernent à la fois la méthode de construction du budget en période de crise et la définition aussi des modalités d'intervention de l'État pour soutenir les entreprises les plus durement touchées par cette crise sanitaire et économique aussi. On reviendra dans un deuxième temps sur ces questions plus structurelles. Je voulais, dans l'immédiat, vous proposer de réagir à cette allocution du président de la République en vous posant une première question. Est-ce que vous avez perçu, à travers cette allocution, un changement de méthode? Bon, en tout cas, d'abord, merci pour cette invitation. Effectivement, vous avez bien visé. Il faut suivre de près les discussions budgétaires pour voir qu'il y a une semaine ou deux d'une sorte de répit quand le texte est envoyé au Sénat. J'ai effectivement trouvé que le président répondait à un certain nombre de questions qu'on avait préalablement posées, soit à l'Assemblée, soit par le biais de la presse, qui étaient de donner des perspectives. On manque beaucoup de perspectives. Alors, je sais bien qu'il ne faut pas uniquement inventer des perspectives à partir de rien, ça ne sert à rien de se rassurer à bon compte. Mais enfin, quand même, un gouvernement, il doit tenter de montrer qu'il est capable de baliser un peu plus le chemin que quelqu'un qui ne gouverne pas, qui n'a pas accès à toutes les informations qui sont les siennes. C'est le cas pour le vaccin, puisque le président a indiqué que on serait prêt à vacciner les plus exposés d'entre nous d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Deuxième perspective à court terme, c'est l'ouverture des commerces, qui est très très symbolique au-delà même des commerces eux-mêmes, très symbolique quand même d'une société qui se réouvre, qui s'ouvre à nouveau, se rouvre. C'est très très important. Ça a été fondamental dans l'acceptabilité ou plutôt l'acceptabilité moyenne des mesures qui ont été prises. Donc réouverture des commerces à partir de ce week-end. Mauvaise nouvelle pour les stations de sport d'hiver. Alors je ne sais pas si certains de nos auditeurs aiment le ski, j'imagine que oui. Bon voilà, on est autant de clients pour des infrastructures qui sont essentiellement des investissements pour les stations, qui mettent en cause donc beaucoup de conséquences économiques et de conséquences sociales, puisqu'il y a beaucoup de gens qui évidemment travaillent comme saisonniers, comme chacun le sait. Donc c'est économiquement un coup dur que de fermer les stations, donc de fermer les remontées pour Noël. Je pense qu'on aurait pu l'éviter. On va se retrouver inévitablement dans la situation où on va gérer des listes joyeuses de ceux qui peuvent ouvrir et des listes plus cruelles de ceux qui ne pourront pas.
vous avez complètement raison, je suis vraiment d'accord avec ça. On a beaucoup combattu d'ailleurs au gré et au fur et à mesure des projets de loi de finances rectificatives. Vous l'avez dit vous-même, il y en a eu 4. On vient de boucler le dernier il y a une semaine avec les mesures supplémentaires financières pour essayer de soutenir l'économie dans la deuxième vague de confinement. Et la logique d'être sur la liste ou de ne pas être sur la liste, elles ont des noms en plus extrêmement bureaucratiques. Et la liste S1, c'est ceux qui sont fermés. La liste S1 bis, c'est grosso modo ceux qui sont concernés également de très près. Mais on voit bien que de toute façon, toute l'économie est concernée. Et quand un restaurant ferme, ça entraîne toute une chaîne. Alors petite quand il n'y en a qu'un, énorme quand c'est l'ensemble de la restauration française qui ferme, etc., etc. Mais moi, j'avais beaucoup défendu l'idée plutôt que de raisonner par fermeture, de raisonner plutôt par perte de chiffre d'affaires et de considérer que quand on ferme, on perd 100% de son chiffre d'affaires. Enfin, si on considère que le click and collect, c'est-à-dire n'est pas concerné. Voilà, quand on perd 100% de son chiffre d'affaires, on a droit à 100% d'exonération sociale ou à 100% du fonds de solidarité. Si on est à moyennement fermé ou qu'on subit des conséquences venues d'ailleurs, on peut être fermé ou perdre 20, 30, 40% de chiffre d'affaires. C'est déjà en soi absolument considérable pour des structures financières et économiques qui sont souvent entrepreneuriales, qui sont souvent fragiles, endettées, un peu sur le fil du rasoir. Et donc, ça pourrait valoir, quand on perd 30% de son chiffre d'affaires, une exonération à 30% de charges sociales, etc., etc. Le gouvernement n'a pas voulu de cette logique qui était, à mon avis, une logique plus souple, probablement plus coûteuse aussi, sans doute. Bon, j'ai redit au ministre de l'économie la semaine dernière que quand même le chiffre d'affaires était, me semble-t-il, un peu le juge de paix dans cette affaire. Bon, ils en ont un peu tenu compte. Je ne sais pas s'ils ont tenu compte de la conversation qu'on a eue, mais ils connaissaient mes idées là-dessus. Mais je pense que la mesure annoncée par le président sur les 20%, lorsque de 20% d'aide de chiffre d'affaires est une bonne chose, plutôt qu'un forfait à 10 000 euros. Alors, pour la liste des entreprises qui sont fermées, hein. Donc, vous réouvrez la liste des hôtels qui ne sont pas fermés, des auto-écoles qui ne sont pas fermées, mais qui voient un chiffre d'affaires réduit comme peau de chagrin. Enfin, l'idée même de dire le plafond, c'est 20% du chiffre d'affaires, plafonné à 100 000 euros, pas le chiffre d'affaires, mais l'aide. Bon, ça permet d'embarquer toutes les entreprises qui font déjà des chiffres d'affaires relativement conséquents et de couvrir des charges fixes comme la charge de loyer. Il y a dans les critères qui ont été pris en compte pour le premier déconfinement et pour le second aussi, et beaucoup de commentateurs l'ont dit, une certaine verticalité. C'est-à-dire qu'on a une mesure qui s'applique à tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas de moyen d'introduire alors un peu d'horizontalité en sollicitant peut-être plus les régions, en essayant de faire intervenir les départements? Alors, je ne sais pas à quel niveau, mais c'est une demande aussi des acteurs économiques qui ont l'impression dans certaines régions de ne pas exposer la population ni leur personnel autant que dans d'autres. Est-ce qu'on peut arriver à entrer dans une gestion qui serait modulée en fonction des régions? Est-ce qu'on pourrait envisager ça? Il y a un mode de décision qui est assez vertical. Il a été même un peu théorisé par le président de la République au début de son mandat. C'est au fond un mode de décision qui ressemble étrangement à la Ve République. Hein. Donc que le président prenne des décisions, ça ne me choque pas en tant que tel. Il est élu pour ça. Il est élu au suffrage universel et donc c'est un président puissant. Donc je ne suis pas choqué qu'un président utilise toute la puissance institutionnelle qui est la sienne, notamment lorsqu'on est dans une situation de crise. On peut moins tergiverser, probablement passer moins de temps en consultation. Enfin, il faut quand même associer, parce que derrière des mesures difficiles, il y a évidemment la notion d'acceptabilité, comme je le disais, de ces mesures. On le voit d'ailleurs dans cette deuxième vague de confinement, elle n'est pas acceptée, moins acceptée. Il
il y a beaucoup de quand même une vision dépressive des choses qui n'était pas le cas dans la première vague. Je pense que le pouvoir n'associe pas suffisamment. En tout cas, il ne sait pas le faire. Il sait informer. On fait des grandes messes. On fait des grandes messes avec les présidents de partis politiques, avec les bureaux des assemblées, avec des associations d'élus locaux. Mais pour qui est allé déjà dans une grande messe, ça ne sert pas à grand-chose. D'autant plus que les cultes étant fermés, c'était quand même assez étonnant. Autant de messes républicaines. Donc ça ne sert pas à grand-chose. C'est même parfois assez frustrant. Je pense qu'on aurait pourrait en tout cas, mieux associer les élus locaux et mieux associer aussi l'opposition. Lorsque on décide d'avancer sur la transition écologique, le gouvernement réunit un comité de citoyens. Bon, moi, je ne suis pas extrêmement fan de cela parce qu'on a déjà beaucoup de représentativité. Si on dit aux élus qui sont plus représentatifs, ça va poser un problème jusqu'au président de la République d'ailleurs. Ça pose un problème de la représentativité des élus. Et chacun, quand il a été élu local, vous avez rappelé que je l'ai été pendant longtemps, évidemment qu'on associe nos concitoyens, évidemment qu'on les interroge. Donc j'ai pas de problème avec ça. Le problème c'était de dire on prendra toutes les décisions sans filtre. On voit bien que c'est pas possible. Et de la même manière, on aurait surtout dû associer les parlementaires, non pas uniquement dans des déclarations de politique générale, dans des déclarations sur l'urgence, avec des débats de quelques heures, mais les associer en amont. Je me suis aperçu qu'au fur et à mesure, notamment des projets de loi de finances rectificatives, des collectifs budgétaires, que l'opposition, il n'y a pas qu'une seule opposition, évidemment, il y a plusieurs types d'opposition, mais au moins l'opposition que je connais le mieux, c'est-à-dire l'opposition des Républicains, était plutôt positive. D'abord, on a voté et a apporté beaucoup d'amendements, et des amendements qui n'étaient pas acceptés lors d'une lecture de la LFR1, mais qui étaient acceptés lors de la LFR 2 ou 3. Ça faisait son chemin. On aurait pu finalement se passer de cela et se mettre autour d'une table et peut-être ensemble essayer de décrire les mesures les plus adéquates à partir du moment où le président avait fixé un cap, parce que c'est son rôle de fixer un cap et j'ai aucun doute là-dessus. Je ne suis pas choqué, par exemple, qu'il y ait un conseil de défense. On voit dans la presse souvent, on voit même des personnes de ma propre famille politique qui critiquent ce mode de décision au Conseil de défense. Le Conseil de défense, il n'a pas été fait pour ça. Hein. Il n'a pas été fait pour se défendre des risques sanitaires. Mais pourquoi pas? Parce que c'est au fond des risques vitaux. Pourquoi pas? Le président s'entoure de qui il veut et travaille comme il le souhaite. Maintenant, il pourrait, à partir des principes arrêtés en Conseil de défense, les soumettre à des consultations rapides et efficaces, qui pourraient être efficaces avec au moins l'opposition. Quant aux régions, je pense que les régions devraient être plus associées qu'elles ne le sont à la phase, non pas épidémiologique, mais surtout à la phase économique. Les régions sont faites pour ça, elles ont la taille suffisante, elles ont même été retaillées pour ça. Et je m'aperçois qu'elles sont assez peu sollicitées. Elles devaient l'être dans le cadre du financement du Fonds de solidarité et dans ce qui était appelé, qui n'est plus beaucoup, le deuxième pilier du Fonds de solidarité. Ça devait être déclenché par les régions. Je suis pas sûr que ça ait été un franc succès, alors que les régions connaissent leur tissu par principe, elles connaissent mieux leur tissu économique, sont mieux à même d'adapter les décisions. Et nous avions, d'ailleurs, lors de la loi d'urgence, déposé un amendement qui était de dire laisser à un moment donné, notamment sur l'ouverture des commerces, laisser les préfets décider. L'État dit il faudrait limiter et aucun cluster ne doit se créer dans les commerces. Laisser aux préfets, à partir de ce principe arrêté par l'État, laisser les préfets dans un certain nombre de chez eux, dans leur département, le mettre en œuvre compte tenu de l'urbanisation, de la nature des commerces, de la nature de la circulation, du rôle des transports publics. Peut-être laissez-leur un pouvoir interprétatif, donc adapté à la situation du terrain. En France, on est incapable de faire ça. On a une logique culturelle qui est la verticalité absolue et une mesure, une planification absolue qui vaut pour tout le monde. Ce sera un des enseignements de cette crise qui doit être, je pense, au contraire, mieux associer les uns et les autres.
Alors, dans cette logique d'association, il y avait effectivement les collectivités territoriales. On aurait pu parler des mairies également, hein. Je pense que les collectivités locales, au plan des villes, elles auraient pu jouer un rôle clé aussi, y compris dans l'accompagnement des entreprises. On a aussi tous les professionnels du droit et du chiffre qui sont là au plus près des entreprises, qui ont une vision très immédiate de la situation aussi. Je ne suis pas sûr qu'ils soient aujourd'hui beaucoup consultés. Alors, ils ont des représentants au sein de l'hémicycle, au Sénat également, mais je pense que dans la réalité, il y aurait peut-être dans cette logique d'association que vous évoquiez à l'instant au niveau régional, peut-être un intérêt à avoir des instances où les acteurs seraient sollicités pour participer finalement à des remontées de terrain et à essayer de voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas avec eux. Je suis d'accord avec vous, hein, c'est pas pour être d'accord sur tout ce que vous dites, mais je suis d'accord avec vous sur les professionnels du droit et du chiffre. J'ai toujours pensé qu'il fallait les associer, mais dans la vie quotidienne aussi. Les Oui, associer sur la nature des contrôles fiscaux, sur la régularité des contrôles, au fond, qu'ils soient des tiers certificateurs pour l'administration dans un certain nombre de cas avec des rôles précis là-dessus. Bon, ça marche moyennement bien et il faut bien l'admettre parce que je pense que l'État, en réalité, ne le souhaite pas. Sinon, on pourrait être beaucoup plus productif, hein, et gagner bah notamment pour de postes de fonctionnaires. Alors qu'on va encore augmenter le nombre de fonctionnaires cette année, hein. C'est fini l'idée de baisser le nombre de fonctionnaires. Mais de la même manière qu'on n'a pas sollicité les médecins. Lors de la première vague, les médecins ont été assez peu sollicités. La médecine de ville a été assez peu sollicitée. Ça a été hospitalo-centré, comme on dit, hospitalo-public centré. Vous aviez des cliniques privées qui essayaient de s'organiser, du personnel médical et paramédical qui étaient peu utilisés parce qu'on était incapable de réussir à fédérer tout cela et à considérer qu'il n'y avait qu'une seule force médicale implantée dans des structures différentes et qui pouvaient être mises en tension. Ça s'est un peu amélioré sur cette deuxième vague et ça s'est un peu amélioré à la fin de la première vague. Mais ça a été très long parce que c'est pas dans notre organisation. Et c'est vrai pour l'ensemble des professionnels du droit et du chiffre qui doivent, à mon avis, revendiquer plus de place dans le domaine d'un État qui sous-traiterait un certain nombre de tâches. Sur le maire, les maires aussi ont été, c'est vrai, un peu écartés. Alors, en début de mandat, c'était une autre histoire. En fait, on ne savait pas trop. C'était évidemment beaucoup d'élus qui n'avaient jamais été élus. Donc, pour eux, le maire n'était pas vraiment un interlocuteur classique. Le maire, c'est quelqu'un qui, au contraire, est terriblement attaché à sa commune, comme un chef d'entreprise est terriblement attaché à son entreprise. Il y a un affectio societatis qui est très, très développé chez les maires. Et les maires, je pense, commencent à nouveau à jouer un rôle. Ils ont joué un rôle d'accompagnement lors de la première vague qui a été très fort. L'État en a tenu compte, a compensé des pertes de recettes fiscales et non fiscales pour les communes, même si c'est difficile dans la manière de le mobiliser, mais ça a été fait. Les maires ont eu plus de liberté, notamment pour défiscaliser, par exemple, sur la cotisation foncière des entreprises, un petit peu de liberté, mais le moindre débat à l'Assemblée nationale, le moindre débat dans lequel on dit laisser la possibilité pour les communes de dire aux entreprises qui sont sur son territoire les natures d'entreprises, évidemment. On va pas faire du cas par cas, mais la nature des entreprises qui pourraient être exonérées de CFE, de taxes foncières, mais tout ça ont été des débats où la réponse a d'abord été non. Alors que nous ne demandions pas de compensation par l'État. Donc c'était juste de laisser aux élus locaux la responsabilité de dire je n'engrange pas des recettes fiscales parce que je ne veux pas moi-même évidemment contribuer à la fragilisation de mon propre tissu économique. C'était leur choix, ils le faisaient pas.
C'était leur choix. Même ce choix-là était considéré comme anormal et probablement trop libre pour des élus locaux, comme si les élus locaux étaient moins responsables que l'État. Enfin, ça se saurait. Quand on regarde les comptes de l'État, on peut quand même se poser la question. Et l'idée du couple maire-préfet, qui était aussi beaucoup agitée, ça, c'est un peu saugrenu. Il n'existe pas, le couple maire-préfet. Il y a un préfet et puis il y a des maires. Le préfet, il parle aux maires les plus importants et pour les tout petits maires, comme il y a beaucoup de communes, il ne les connaît pas. Même le sous-préfet a bien du mal. Et de toute façon, son pouvoir d'appréciation est souvent relativement limité. Donc, on n'a pas créé un couple maire-préfet. Et c'est évidemment, heureusement, des gens qui travaillent ensemble. Enfin, de façon souvent assez éloignée. Si on revient un tout petit peu en arrière, vous évoquiez tout à l'heure la situation des médecins, de la médecine de ville qui était finalement, qui n'avait pas été très sollicitée au début du confinement. Cette réflexion que vous aviez m'amène à vous poser une question qui est peut-être la première question qu'on a pu se poser au moment où les événements sont arrivés et où la crise s'est déclarée. C'est-à-dire qu'il y avait un choix qui était un choix certainement politique. Il y avait deux solutions. Soit on entrait dans une logique de confinement pour traiter cette épidémie et sa propagation, soit on se donnait des moyens, mais est-ce qu'on pouvait se les donner rapidement, de traiter ces pics qui pouvaient arriver et qui étaient des pics on n'avait peut-être pas une visibilité précise, mais on sait aujourd'hui que ce sont des pics qui pourraient être absorbés dans une logique où on décide de mettre en œuvre des moyens exceptionnels. On a dit qu'on était en guerre à un moment. Donc, quand on est en guerre, on peut peut-être mobiliser plus largement. Et c'est ce que vous disiez, finalement, les médecins n'ont pas été sollicités comme on aurait pu le penser. Peut-être qu'il y a d'autres acteurs publics et privés qui auraient pu constituer une force pour éviter la crise économique qu'on va devoir subir aujourd'hui. Ce choix entre l'économie et le sanitaire, il a été vite perçu, une sorte de choix de Sophie, c'est-à-dire le choix impossible entre les entreprises, la vie économique, la vie tout court, et puis la sécurité sanitaire. C'est un choix impossible. C'est un choix moral, d'ailleurs, moralement très, très complexe. Comment peut-on estimer qu'on va baisser la garde sur la protection des vies des uns et des autres, que ce soit pour les jeunes ou les plus fragiles d'entre nous. C'était évidemment pas possible. Maintenant, ça s'est fait un peu quand même, hein, le tri des, entre guillemets, parce que c'est évidemment une expression épouvantable, mais le tri d'un certain nombre de malades, enfin tous les médecins en conviennent, tous les hôpitaux en conviennent. On a fait le tri, on a aussi reporté des risques considérables pour des personnes qui avaient des affections qui n'étaient pas le Covid. Tout le monde le sait bien. Donc il y a eu aussi des choix dans le cadre de la politique sanitaire elle-même on a laissé les hôpitaux s'en occuper, mais enfin, ils ont fait preuve d'une grande responsabilité, d'un grand courage pour faire cela. Je ne sais pas si on pouvait trouver un autre équilibre entre économique et sanitaire au début. De toute façon, on ne connaissait rien. On avait un ennemi. Je ne crois pas que c'est une guerre d'ailleurs. Une guerre, c'est encore plus dangereux. C'était un combat, un grand combat. Mais ce n'était pas une guerre. Et on n'a pas su, c'est vrai, mobiliser. Parce que moi, je suis pas de ceux qui, dans l'opposition, rejettent toutes les responsabilités sur un gouvernement. Ils découvrent aussi un virus que personne ne connaissait et découvrent aussi sa vitesse de propagation et sa dangerosité. Donc, on apprend au fur et à mesure. Donc, on adapte les mesures gouvernementales au fur et à mesure de la connaissance de l'ennemi. Je peux tout à fait le comprendre. Mais je pense qu'on n'a jamais très bien réfléchi sur cet équilibre économique et sanitaire. Et curieusement, une fois qu'on a déconfiné, alors il n'y avait plus aucune logique. On passait de rien à tout. De rien à tout. Ouais. Et nous tous d'ailleurs, moi le premier, hein, et nous tous d'ailleurs, partir en vacances, on a vaqué à nos occupations comme on souhaitait, on voyait qui on voulait. Bon, cette affaire était derrière nous. Alors qu'on savait qu'il y aurait sans doute une deuxième vague. C'est dit depuis le printemps.
depuis le mois d'avril. Depuis le mois d'avril, on posait des questions au gouvernement pour dire, et alors, s'il y a une deuxième vague, comment vous faites? Et dire, bah, on aura beaucoup progressé parce que, bon, en vérité, on n'a ni anticipé la première, ni anticipé la seconde. Bon, bah, j'espère qu'on anticipera pour le fait qu'il n'y ait pas de troisième et que, les efforts que les uns et les autres faisons ne se traduira pas par une catastrophe économique fondamentale. Alors, je ne le crois pas parce que notre pays est solide, mais il y a beaucoup d'acteurs économiques qui auront disparu. Le prix à payer, c'est facile à dire quand on n'est pas concerné, mais le prix à payer pour celles et ceux qui le paieront sur le plan économique, il sera considérable. Il y a des gens qui auront englouti leurs économies dans des projets qui étaient viables hors Covid et qui n'ont pas été par le confinement. Et ça, on peut pas traiter ça de façon anecdotique. C'est pas des anecdotes, c'est des pages de vie entières qui peuvent se tourner. On va venir sur des questions plus structurelles liées à la situation des finances publiques. On a une situation qui est inédite. Pierre Moscovici, le président du Haut Conseil des finances publiques, a annoncé récemment que la loi de programmation des finances publiques, pourtant qui est un document pilier de la construction des budgets, était devenue caduque. De votre côté, vous estimez que, vous l'avez exprimé ainsi en tout cas, qu'on n'était plus dans le domaine de la prévision, mais plutôt dans le domaine du pari sur l'avenir. Et vous avez à plusieurs reprises évoqué la nécessité de définir des scénarios pour la construction du PLF 2021. Aujourd'hui, on a un PLF 2021 qui est devant le Sénat, il est encore en discussion, et les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles il repose, si on tient compte de toutes les annonces du président, sont déjà dépassées. Est-ce que vous pensez qu'il faut changer notre approche budgétaire pour les mois qui viennent? Est-ce qu'il est encore temps? Est-ce qu'il y a, compte tenu des enjeux de cette crise économique qui va arriver, est-ce qu'il faut qu'on se prépare à construire différemment notre modèle budgétaire? C'est nous, à une époque, il y a maintenant plus de 10 ans, qui avons, au fond, mis dans la Constitution, c'est la programmation budgétaire, le pluriannuel, quoi. Et, les entreprises réfléchissent, tous nos amis qui travaillent dans le privé, qui nous écoutent, ils réfléchissent souvent en budget pluriannuel. De toute façon, les investissements sont financés, donc on réfléchit sur plusieurs années. L'État ne le faisait pas vraiment parce qu'il y a une annualité budgétaire, évidemment, très, très forte. Mais la loi de programmation des finances publiques, en fait, elles n'ont jamais été très réalistes. C'est-à-dire que la France est la France, qu'on les a jamais suivies. Et comme il n'y a pas de sanctions, c'est assez pratique. Donc on constatait l'écart. Puis voilà, une fois qu'on avait constaté l'écart, bah, on partait bon an mal an vers toujours plus de déficit et toujours plus de dettes. C'est quand même un peu ça. Sauf que là, l'écart, il est évidemment assez gigantesque. Il est même abyssal. Moi, j'ai tout de suite dit que le budget 2021, dès le mois de septembre, fin septembre, qu'il était au fond mort-né. Que le fait de créer un budget, c'est-à-dire de prévoir à un an de façon précise où on en sera et comment on le financera, c'est-à-dire essentiellement par de la dette, était un exercice impossible. Les Anglais, d'ailleurs, ont reporté leur exercice budgétaire. Et on avait proposé des scénarios, c'est-à-dire qu'on dise, on vote un budget, bien sûr, mais que clairement, pour une fois, en France, on change de méthode et qu'on dise, il y a probablement deux scénarios possibles, un de sortie rapide de crise et un deuxième où la crise s'installe pendant 1 an, 2 ans, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Une sorte de crash test en grandeur réelle. Pourquoi? Pour consolider et pour renforcer la parole de l'État. Pour se dire, l'État, il n'est pas en train de conduire dans un brouillard total, tout feu éteint, un pied sur le frein et un pied sur l'accélérateur, et sans savoir si on tourne à droite ou si on tourne à gauche. Ça donne un peu ce sentiment-là. Et ils n'ont pas voulu le faire, je ne sais pas pourquoi. Et ils ont fait au fond un seul scénario qui était celui du budget, c'est-à-dire un premier tour, une première vague passée, et puis un scénario de forte reprise
en fin d'année, à partir du moment où le troisième trimestre avait été un très bon trimestre, un très bon trimestre de rebond, hein. Donc ce n'est qu'un rebond, hein. C'est quand même pas non plus, on ne peut pas crier sa joie avec ça. Tout ce que je sais, c'est que maintenant que tout ça est en cours, c'est que, vous l'avez dit au début, ça veut dire qu'on n'arrête pas de changer le budget 2021 en cours de construction. Vous l'avez dit à propos du déficit de l'État, c'est pas non plus des chiffres anecdotiques. Présentés à l'été en prévision aux alentours de 225 milliards d'euros, révisés au moment de la loi de finances plutôt à 195 milliards d'euros quand on l'a, donc 30 milliards. 30 milliards, c'est pas révisé de 300 millions. 30 milliards, ça veut vraiment dire qu'on ne sait pas, hein. Et puis un mois après, on se dit ce sera peut-être plutôt 210, 215. Donc on fait comme ça des courbes en des sortes de yo-yo absolument insupportables. Donc ça change tout le temps. Donc il faut s'attendre à ce que ça change encore et qu'on s'adaptera. Quand le président hier dit 20% du chiffre d'affaires, ça va coûter plus cher que s'il n'avait pas dit 20% du chiffre d'affaires. Donc ça va être comme ça pendant pas mal de temps. Quand on va devoir à un moment donné transformer l'endettement des entreprises, qui est quand même lui aussi beaucoup augmenté, l'endettement des entreprises en fonds propres ou en quasi-fonds propres, il faudra trouver la formule. Bon, j'imagine que l'État va prendre sa part au-delà de ce qu'il a prévu prendre lors de l'examen du PLF. Donc, on aura besoin de pas mal de souplesse. Je pense qu'il faut quand même un moment solennel, je l'ai indiqué aussi au gouvernement, c'est qu'il faut un moment solennel pour dire ce qui va se passer sur le plan des finances publiques. Alors, c'est trop tôt. Aujourd'hui, c'est pas possible. Et donc, admettons qu'on ne dise absolument pas comment on finance tout ça. Donc, on le sait, hein, c'est par une augmentation de notre dette. On va emprunter 260 milliards d'euros en 2020. C'est pas loin de l'ensemble des retraites du régime général et de la fonction publique, hein. Donc, ça veut dire à un moment donné quand même que nous, on a des engagements, on doit payer. On a payé des fonctionnaires, on doit payer les retraites des retraités. Il y a un moment donné où, quand les sommes deviennent aussi importantes, et on peut se poser la question que si on réitère tout ça, s'il y a des crises trop souvent comme ça, abordées dans des situations financières un peu faibles pour le pays, on aura bien du mal à respecter nos engagements fondamentaux, qui est de payer les fonctionnaires et de payer les retraités et d'assurer le fonctionnement du modèle social, de faire en sorte que votre école elle soit gratuite et que votre futur passage à l'hôpital il soit aussi à peu près gratuit. Donc c'est des fondamentaux. Donc pour rassurer les Français sur notre capacité à faire face, il faudra bien un rendez-vous. Alors, est-ce qu'il est au printemps? Est-ce qu'il est à la fin de l'hiver? Je ne sais pas. Et ce rendez-vous, il doit être, me semble-t-il, évidemment porté par le président de la République et il doit dire comment la France reviendra à une situation plus soutenable sur le plan financier. C'est vrai notamment sur l'ensemble de la dette. Alors, la dette, elle est très lourde. C'est sûr que les Japonais ils vivent avec une dette beaucoup plus lourde que nous depuis longtemps. Enfin, n'est pas le Japon qui veut. Et nous partageons la monnaie avec d'autres pays qui ont d'autres situations économiques souvent extrêmement et financières extrêmement différentes. Nous partageons la même monnaie, nous partageons beaucoup de sujets. Notre dette n'est pas une dette domestique. Donc, nous avons besoin d'avoir une vision très claire sur comment on rembourse, comment se situe la dérivée des dépenses publiques. Est-ce qu'on va continuer à augmenter de plus en plus les dépenses publiques? Elle augmentera dans le budget 2021 de 2,9% hors Covid. Hors Covid. Ça veut dire aussi que le plan de relance, parfois, c'est un peu un alibi, hein, ou un prétexte pour dire je mets dans le plan de relance des trucs qui n'ont pas leur place, qui ne représentent en aucun cas une relance, c'est-à-dire une accélération de notre croissance potentielle. C'est des dépenses budgétaires. Quand vous fournissez des caméras piétons aux gendarmes, bon, bah, c'est utile, hein. Moi, je remets pas en cause l'utilité, mais ça n'a rien à voir avec la relance. Et pourtant, c'est des crédits de relance. Quand vous augmentez de 5 ou 6 000 kilomètres le nombre de haies en France,
pour que l'artificialisation, pour que les sols, etc. C'est très bien qu'on ait plus de haies. Je ne vois pas en quoi c'est une politique de relance, une politique d'urgence très ciblée de relance, une politique de transition énergétique qui a sans doute sa valeur parmi bien d'autres actions. Et ça n'a rien à voir. Quand vous créez des centres de rétention administrative supplémentaires, c'est très important dans le domaine de l'immigration. Enfin, ça n'a pas grand-chose à voir non plus avec une politique de relance. Où vous augmentez le nombre de jardins ouvriers, c'est très important pour dominer les circuits courts alimentaires. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'idée qu'on va augmenter de 0,5 ou d'1 point notre croissance potentielle, car ce sera la seule façon de rembourser l'ensemble des dettes et de continuer à faire fonctionner notre modèle social. Donc on a besoin de lisibilité, comme on dit aujourd'hui, de visibilité. Enfin, on a besoin d'y voir clair sur les conséquences de ce qui aura été fait pour lutter contre cette crise, sachant qu'aujourd'hui, les crises, elles se succèdent à vitesse grand V. Des crises qui étaient centennales, elles sont décennales, et des crises qui étaient décennales, elles arrivent tous les 2 ou 3 ans. Donc, ne pensons pas que de confiner la dette Covid, comme on avait confiné la dette sociale dans la CADES, dont on reporte sans arrêt l'échéance, soit une solution acceptable. Car que fera-t-on dans la crise prochaine? On la confinera où, cette dette? Donc, il faut faire très attention à tout ça, et je pense que ça réclame un moment solennel qui est un moment de soutenabilité financière qui est au moins aussi importante que la soutenabilité écologique ou que la soutenabilité sociale de notre modèle de vie. Et est-ce que vous pensez que pour justement dans ce moment où il va falloir se poser les vraies questions et regarder l'étendue finalement de la catastrophe, hein, parce qu'on peut dire que c'est une catastrophe, cette dette qui va s'inscrire dans la durée pour les finances publiques, une contrainte budgétaire qui va être pérennisée finalement. Est-ce que vous pensez qu'il faut associer de nouveaux acteurs à la réflexion budgétaire? Est-ce que la Cour des comptes amène suffisamment d'informations, de réflexion au débat? Est-ce que le commissariat au plan qui a été mis en place récemment, il joue un rôle précis? Est-ce qu'il est associé? Il y a eu une déclaration du haut commissaire au plan dans sa note d'ouverture qui commençait de la manière suivante: et si la Covid durait? Donc, c'est une réflexion qui donne un peu le vertige finalement. On a le sentiment qu'on s'approche d'un abîme et qu'on ne change rien dans la manière d'envisager ce qu'on peut construire autour pour éviter. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour amorcer une vision budgétaire moderne? C'est une bêtise de dire moderne, c'est pas moderne, il faut qu'elle soit adaptée là, adaptée à une situation. Il faut tenter de faire ce qu'on promet en général en début de mandat. Mesurer l'évolution de la dépense, la décrocher par exemple par rapport à la croissance du PIB, décrocher le rythme d'augmentation de la dette aussi par rapport à l'augmentation du produit intérieur brut, avoir un chemin raisonnable de déficit, tenter de concentrer une large partie de l'endettement sur l'investissement et pas sur le fonctionnement. C'est quand même, avec tout ça, vous n'avez pas le prix Nobel d'économie. Mais peut-être de le faire, vous l'avez. Il faut juste, on n'a pas besoin de la Cour des comptes, ni d'un commissariat au plan, on a besoin de personne. On l'a dit 1000 fois. La Cour des comptes l'a déjà dit 12 000 fois. Le Haut Commissariat au plan, il n'existait pas, mais enfin, il dira la même chose. De toute façon, ou alors il se projettera à 30 ans, donc ça sera pas très gênant. Ce n'est pas un acteur très opérationnel. On sait prévoir. On sait travailler sur des sujets. Les tiroirs des bureaux de l'administration et du gouvernement regorgent de rapports qui sont très bien faits, qui disent des vérités, qui ne sont pas des rapports bureaucratiques, qui disent des choses, qui viennent de plein d'endroits, en général, qui sont toujours en association avec des gens venant du privé, du public, des inspections générales. Enfin, on sait très bien faire, avec des vrais professionnels. Il faut juste un peu de courage. Enfin, la vérité, c'est qu'il faut du courage.
C'est pas intuitif. C'est pas intuitif de dire que le modèle social, il paie 50% de la dépense publique et que les Français en sont malheureux. Si on est le pays qui dépensons le plus au monde pour réduire les inégalités, qui certes sont encore trop importantes, mais dans les pays qui dépensent le plus au monde pour réduire les inégalités et pour couvrir les risques principaux de vie, et qu'en plus les Français sont pas contents et sont pas heureux de ce modèle social, il y a un petit problème. Vous payez cher un truc pour lequel les gens sont pas contents. Donc, il y a sûrement une autre façon de faire, différente. Est-ce qu'on aide vraiment tous ceux qui doivent l'être? La question se pose. Hein. Est-ce qu'on aide assez ceux qui doivent l'être? Ou est-ce qu'on a une vision un peu générale, on aide tout le monde et puis donc toutes ces questions, c'est vrai pour l'assurance maladie, c'est vrai pour la famille, c'est vrai pour la retraite. Il y a beaucoup de sujets qui représentent une partie très très importante de la dépense et qui devraient être traités autrement. Il ne faut pas abandonner le modèle social, son principe. Il est fondamental, on est en France et je pense que ça réunit 100% des Français sur l'idée qu'il nous faut un modèle social fort et que l'intervention de l'État, elle sera toujours plus forte que dans plein d'autres pays. C'est notre culture. Donc c'est fondamental. Enfin, on n'est pas obligé de mal le gérer, alors qu'on a plutôt des gens intelligents, éduqués, des managers qui sont en charge de tout cela. Il manque du courage politique. Le courage politique, c'est de dire que on a trop de dépenses et qu'il faut la réduire, de dire que il y a un chemin de crête où la dette ne peut pas financer nos modes de vie, elle doit financer les investissements pour l'avenir, elle est faite pour ça, au moins sur des cycles, pas année par année, mais au moins sur des cycles. Certains gouvernements y arrivent très très bien et vivent au moins aussi bien. Alors, c'est pas du tout une vision rigoriste, austère, orthodoxe, que sais-je. L'orthodoxie, c'est la dépense à tout va. C'est ce qu'on fait depuis 30 ou 40 ans. Donc, c'est ça l'orthodoxie. La vérité, c'est qu'on ne peut pas se le permettre. Et le quoi qu'il en coûte, c'est une formule qui avait déjà été employée par d'autres. Elle est très importante pour rassurer. Bon, il ne faudrait pas que ce soit uniquement une formule qui permette de transférer les risques d'aujourd'hui, les risques économiques et sociaux d'aujourd'hui, vers des risques et sociaux encore plus importants demain. Et du coup, est-ce que vous pensez, est-ce qu'on peut promettre aujourd'hui que, et c'est ce que Bruno Le Maire a fait récemment, que les impôts n'augmenteront pas d'ici 2022? Est-ce que vous pensez que les ménages doivent craindre une hausse de la pression fiscale et des impôts locaux? Si on regarde la conjoncture et la trajectoire des finances publiques, est-ce que ça vous paraît évitable? Enfin, si on met de côté la question des dépenses. Non, mais d'ici 2022, oui, on peut vivre comme ça, on trouve l'argent sur les marchés, l'argent coûte pas cher. Il y a quand même un côté assez morphine de l'endettement. On est 2 fois plus endetté, sans doute en part de PIB. Hein. Moi, je raisonne en part de PIB. On est sans doute 2 fois plus endetté qu'il y a 15 ans, et la charge de la dette, elle doit être 2 fois moindre. Donc c'est pratique. Hein. Si vous pouvez acheter, si vous êtes comme ça, vous pouvez acheter 2 maisons alors que vous en aviez qu'une. Bon. Et puis à un moment donné, manque de peau. Le prix de l'argent commence à monter. Alors pas l'année prochaine, hein, pas dans 2 ans, mais c'est un risque assez fondamental. On parle beaucoup de souveraineté. Cette crise est aussi une crise dans laquelle on s'est aperçu que les chaînes de production, notre capacité à assumer au fond notre autonomie et donc notre souveraineté est fondamentale pour l'Europe. Bon, la souveraineté financière, elle est majeure. On ne peut pas dépendre uniquement d'événements extérieurs qui pourraient à un moment donné fracasser la politique de taux bas. Évidemment, une augmentation des taux, pas si importante que ça, d'ailleurs compte tenu de leur niveau d'aujourd'hui, serait vite absolument insupportable pour la France et l'amènerait à réviser sa politique de dépenses publiques de façon, alors cette fois-ci, extraordinairement brutale, au risque de ne plus trouver grand monde pour lui prêter ou au risque de mettre en péril assez définitive l'euro. Donc oui, on peut ne pas augmenter les impôts d'ici 2022. À plus long terme, je n'en sais rien. Je sais ce qu'il faut faire pour pas les augmenter.
C'est-à-dire qu'il faut que la croissance de l'économie, elle soit pas à 1,3%, ce qui était à peu près la croissance d'avant Covid, qui était pas si mal par rapport à la zone euro. On est en croissance depuis déjà plusieurs années, à la fin des années Hollande, mais ça suffit pas. Il faut évidemment passer de 1,3 à 2. Sinon, on finance rien. Si vous passez à 2% de croissance, vous avez les bases fiscales qui augmentent et les impôts qui rentrent mieux. Vos ratios par rapport à l'augmentation du PIB s'améliorent, évidemment plus fortement. Bon, on arrive à dominer la situation. Et évidemment, pour arriver à faire tout ça, il faut réduire l'appel à l'endettement et donc réduire la dépense. Et il faut que l'État fasse des choix, assume des priorités dans la dépense publique. Dans tous les rayons, dans tous les registres de la dépense publique, on dépense plus que les autres. À tous les registres. Sauf d'ailleurs les dépenses curieusement, les dépenses de recherche. C'est peut-être là où on devrait être premier. On inverse souvent les vraies priorités. Donc on voit bien que la solution, elle est. Et si on fait pas ça, il y a un moment donné, on va se poser les questions de recettes. Hein. Il y a une question qui est posée par un des participants à notre webinaire sur la dimension de cette dette ne justifierait-elle pas qu'on puisse organiser un référendum parfois pour savoir jusqu'où on peut s'engager. C'est-à-dire on est dans une logique, le président l'a dit, quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, est-ce qu'il peut aller jusqu'où il peut aller? Est-ce qu'il n'y a pas finalement un seuil, un plafond à envisager pour que finalement les citoyens soient aussi partie prenante dans un choix qui est quand même engageant sur une longue durée. Oui, mais n'est pas suisse qui veut. Hein. Il y a un maniement assez responsable du référendum en Suisse. Et les Suisses, ils disent non à la baisse du temps de travail ou des trucs comme ça, parce qu'ils se disent c'est pas compatible avec notre mode de vie. Donc il vaut mieux. Donc il y a j'idéalise pas la Suisse. Hein. Il y a beaucoup d'autres défauts. Enfin, en tout cas, il y a un mode d'emploi du référendum qui est assez responsable, au moins dans un certain nombre de cantons. Moi, je crois qu'on n'a pas besoin de référendum là-dessus parce que je ne sais pas quelle question on poserait. Il n'y a pas de niveau économiquement considéré comme un niveau repère de la dette des États. Il y a les critères dits de Maastricht. Bon, ils sont complètement désuets aujourd'hui, n'ont plus de sens. Et il faut évidemment il faut les changer. Enfin, il faut une réflexion sur des critères de convergence entre nos différentes économies à l'issue de la crise, et on ne peut pas se référer aux critères d'aujourd'hui. Moi, je crois à l'esprit de responsabilité. On ne sait pas si une dette elle est supportable à 100% de PIB, à 80, à 100, à 200. Enfin, tout dépend de sa composition, de votre environnement économique, de l'architecture de votre propre économie. Enfin, donc, il n'y a pas vraiment de question à poser. Si on dit aux Français, est-ce que vous voulez qu'on dépense moins, ils diront oui. Quand vous commencez à donner, est-ce que vous commencez à prendre des registres de dépenses, ils diront non. Ils diront non à tout, ou à peu près. Donc, je pense que c'est d'abord une affaire de dirigeants. Honnêtement, c'est d'abord une affaire de gouvernement. C'est le bien public, c'est le bien commun. Les gouvernements sont élus pour ça. Ils doivent expliquer, bien sûr. Un président de la République doit orienter les choses là-dessus. Alors, à chaque fois, c'est pas respecté parce qu'il y a toujours une crise qui arrive. Vous n'avez pas de chance. Hein. Mais enfin, c'est vrai pour tous les autres pays aussi. Hein. Donc, il y a un moment donné, il faut qu'on s'attelle à faire ce qu'on doit faire, réduire l'évolution de la dépense publique. Ça veut dire donc laisser aussi plus de chance à la dépense privée. Probablement réduire plus encore les inégalités qui restent en France un sujet extrêmement majeur, donc y contribuer par l'augmentation de la richesse. Et après, par les mécanismes de redistribution de cette richesse, donc par l'augmentation de la croissance. Et rendre cette croissance soutenable et durable, sur le plan financier comme sur le plan écologique. Bon, augmenter les qualifications des Français, c'est que des bonnes nouvelles, tout ça. Encore faut-il le faire. Je reviens sur une question qu'on a
qu'on a abordé rapidement sur le fléchage des mesures fiscales et sociales d'accompagnement qui ont été mises en place à partir du premier confinement. Pensez-vous que la taille des entreprises est suffisamment prise en compte dans ce fléchage? On a 4 millions de TPE en France qui sont concernés par le confinement. Il y a à peu près 200 000 ETI. Les problématiques auxquelles elles doivent faire face, ces TPE, sont bien connues par les acteurs locaux. Là, ça croise ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la nécessité d'associer et d'associer les acteurs locaux à la gestion de la crise pour les entreprises. Mais la gestion des aides, est-ce qu'elle ne devrait pas… Je pense que les TPE n'ont pas, et on le voit bien, elles sont dans les listes par contre. Hein. Là, on ne les a pas oubliées, hein, elles sont bien rangées dans les listes joyeuses ou cruelles, mais la dimension des aides, et quand on voit la mobilisation des fonds, le compte n'y est pas non plus. C'est-à-dire que le PGE, il n'y a pas eu une mobilisation à 100% des fonds qui avaient été débloqués pour le PGE. Les aides du Fonds de solidarité non plus. Donc, est-ce que finalement, il n'y a pas une action peut-être plus rapide à mettre en place pour les TPE, parce que est-ce que ce ne sont pas elles les plus fragiles aujourd'hui, les plus vulnérables face à la sortie du déconfinement, et je pense en particulier au secteur on n'en a pas parlé, hein, au secteur des hôtels, cafés, restaurants, puisque au final, ils font partie des secteurs les plus dramatiquement touchés. Est-ce qu'il n'y aurait pas, au-delà des mesures qui sont prises et qui sont toujours verticales, est-ce qu'il n'y aurait pas des actions plus particulières à mobiliser pour ces TPE? Oui, bien sûr. Les actions de relance, elles doivent être au moins temporaires et ciblées. Elles ne peuvent pas être généralistes parce qu'il n'y a pas toujours les moyens. Et elles doivent être évidemment temporaires, parce que surtout en France. Hein. Parce que si elles ne sont pas temporaires, elles s'installent durablement et vous augmentez, pour revenir à la conversation précédente, vous augmentez le seuil de dépenses, vous franchissez une ou deux marches supplémentaires, évidemment très, très vite, et c'est extrêmement nocif. Elles sont à peu près construites comme ça, grosso modo. Pas tout le plan de relance, hein, mais elles sont à peu près construites comme ça. Je remarque que sur les entreprises concernées, le gouvernement a augmenté la taille des entreprises concernées sur le fonds de solidarité. Il avait commencé, je crois, par 10, les moins de 10, donc c'était les toutes petites entreprises. Il a dû passer après à 20 ou 50, enfin en tout cas 50 au PLFR 4, peut-être qu'entre-temps il était passé à 20, et puis maintenant, avec les 20% de chiffre d'affaires, il a évidemment, il n'y a plus de référence au nombre d'employés. C'est plutôt une bonne chose. Pas mal de mesures étaient inaccessibles au-dessus de 250, je crois, salariés, notamment il y avait une question d'exo de charge devait être aussi. Donc, je pense que ça a été pas mal ciblé sur la toute petite et sur l'entreprise moyenne. Sur l'entreprise, sur la grande, en fond, ils ont surtout eu le chômage partiel. Enfin, le chômage a concerné tout le monde, hein. Petit ou grande, donc ça a aidé tout le monde. C'est un gros défaut, hein. Ça peut être aussi une trappe à chômage. Hein. On hésite avant de reprendre les salariés, mais enfin, c'était en tout cas, si c'est temporaire, c'était évidemment une bonne mesure qu'on a d'ailleurs soutenue, et ce qu'on n'avait pas fait en 2008, et on l'a regretté. Et donc, on utilise les exemples du passé, et c'est tant mieux. Les PGE ont été accessibles à tout type d'entreprise, me semble-t-il, ou alors jusqu'à 250, peut-être jusqu'à 250, je ne sais plus. Mais d'autres entreprises, je pense que c'était jusqu'à 250, et au-delà, c'était sur accord du ministre. Donc c'est comme ça qu'Air France a eu un PGE et que d'autres entreprises ont eu des prêts garantis par l'État. Bon, il y a eu cette tentative quand même d'aller bien cibler. Les ETI, ces boîtes, vous savez, la France est à la recherche des ETI depuis toujours, pour avoir un tissu industriel comparable à celui de l'Allemagne ou l'Italie du Nord, mais ces ETI, ces très grosses PME,
à part le chômage partiel et sans doute parfois peut-être le PGE, mais pas toujours, elles n'ont pas eu grand-chose. Hein. Elles n'ont pas eu, me semble-t-il, beaucoup d'aides. C'était peut-être pas celles qui étaient les plus en difficulté. En tout cas, le ciblage est extrêmement important. Ça correspond pas toujours à la vision politique. Hein. Vision politique, c'est moins je cible, mieux je me porte. Bon, je pense que Bercy a quand même pas mal tenu sur l'idée qu'il fallait quand même cibler tout ça, sinon ce serait pas efficace et ce sera là inutilement coûteux. Alors après, on n'a pas que des questions financières dans le soutien. J'imagine que dans votre circonscription, vous êtes proche des acteurs économiques et vous devez rencontrer des dirigeants. Et ces dirigeants, vous les trouvez comment aujourd'hui? Mentalement, je pense qu'ils ont envie de travailler, ils peuvent pas. Les salariés on a tendance à dire que le télétravail est devenu pas une panacée, mais bon, que c'est un nouveau mode de travail pour les entreprises. On ne vit pas quand même une situation de télétravail qui est, entre guillemets, normale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'est pas organisé comme on devrait pouvoir l'organiser en réalité parce que c'est un télétravail contraint. Ce n'est pas un télétravail que l'entreprise a pu organiser de manière efficace en transformant ses modes managériaux, en organisant. Les entreprises ont fait du mieux qu'elles ont pu, mais on sent bien que aujourd'hui, cette organisation qui a été mise en place et qui a permis de tenir un peu partout, hein, qui a permis de soutenir l'activité quand c'était possible, elle finit aussi par s'essouffler. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté. Il y a une difficulté à poursuivre. On est un petit peu comme des hamsters dans des roues, en fait. Dans ce mode de fonctionnement, voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Quel sentiment vous avez, vous, avec les dirigeants que vous rencontrez, les salariés que vous rencontrez dans votre circonscription? Et ça sera le mot de la fin, en fait. En fait, il y a beaucoup d'inquiétudes. Parce que d'abord, cette crise, c'est aussi une opportunité, comme toutes les crises. Si on ne transforme pas en opportunité, alors on a à la fois la crise et les larmes. Si on sait s'en sortir correctement, ça peut être un accélérateur de ce qui est bien. Les transitions, on oublie toujours la transition sociale d'ailleurs. On va la transition numérique, la transition écologique. Tout ça maintenant, il y a évidemment plus vraiment de discussion là-dessus, peut-être sur le rythme, mais pas sur la légitimité. Mais les secteurs économiques ont été impactés de manière extrêmement différente. Et donc, le vague à l'âme, il peut être extrêmement puissant, comme au contraire, il y a des secteurs qui peuvent aller bien. Vous me citiez ma circonscription, c'est une des 577 circonscriptions, pas très loin de Paris, c'est celle de Senlis-Chantilly. Vous avez le parc Astérix, grand parc à thème, à jeu, où on va avec ses enfants, premier parc à capitaux français. Ça va pas bien, hein. Ils ont beaucoup investi, ils ont très peu évidemment ils sont fermés, ils ont investi dans des hôtels énormes ces derniers temps, ça va pas bien. Ils ont un bon actionnaire, mais ça va pas bien. Et le moral est bon, pas toujours très élevé. Tous les restaurateurs du coin, comme partout en France et en Navarre, ils se battent, ils livrent, ils se battent formidablement bien. Mais pour des gens qui étaient parfois pas très installés, qui commençaient à s'installer, c'est évidemment dramatique, même si les banques remettent les crédits, même si l'État perçoit pas ou exonère de charges sociales et fiscales, c'est très difficile. Pour les salariés de la plateforme de Roissy, ADP, Air France, j'étais juste avant en conversation avec la présidente d'Air France. Quand on leur dit qu'Air France est fera 50 ou 60% de ses capacités, on l'espère l'année prochaine. Bon, il en reste quand même beaucoup encore, 40%, dans un marché qui croissait. Donc, il y a vraiment des questions sur le métier lui-même, quoi. Est-ce qu'on en continuera à travailler sur le télétravail? Beaucoup de gens allaient travailler à Paris, dans les transports encombrés. C'est vrai,
pour les autres métropoles, en dehors de la métropole parisienne, ils ont envie d'autre chose, mais enfin, ils ont envie de se voir aussi. Ils ont envie de tout, en fait. Ils n'ont pas envie d'être dans des encombrements, pas envie d'être entassés dans des trains qui n'arrivent jamais à l'heure. Et puis, ils n'ont pas envie non plus de rester tout le temps chez eux, quoi. Donc, on voit bien qu'on est entre deux. On ne sait pas bien. En tout cas, on n'a plus envie de rester dans cet état d'incertitude qui est dû au Covid. Et c'est juste absolument insupportable. Donc là, la bonne nouvelle, c'est le vaccin. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un sujet précis qui peut éloigner plus que le confinement, c'est de se faire vacciner. Alors, je sais bien qu'il y a des Français qui ne veulent pas, on peut douter de tout. Hein. Enfin, il y en a plus qui veulent et ils ont raison. Donc, il faut se faire vacciner. Ce vaccin arrive. Et puis qu'on reprenne une vie, non pas nécessairement comme avant, mais on tire les conclusions sur beaucoup de sujets, et on en a évoqué plein pendant une heure, sur beaucoup de sujets, qu'on tire beaucoup de conclusions sur notre temps de travail, sur notre capacité à travailler, sur notre façon de travailler, sur notre façon de redistribuer et de créer de la richesse. Bon, tout ça est fondamental. Et j'espère qu'on sera à la hauteur de ce défi. La crise provoquera un autre défi, qui est celui des enseignements qu'on en tire. En tout cas, Monsieur le Président, je vous remercie pour cet échange très intéressant au nom de LexisNexis. Les participants professionnels du droit, du chiffre, il y a des directeurs juridiques qui nous ont écoutés également, des journalistes de la presse économique. Je vous laisse peut-être leur dire le dernier mot et on se quittera sur votre dernier mot à nos participants. Enfin, je n'ai pas de dernier mot. C'est des conversations qui n'ont pas de fin, en fait. Moi, je crois dans la solidité de notre pays. D'ailleurs, il montre qu'il est solide parce que s'il n'était pas solide, il résisterait pas à tout cela. Et l'année 2020 est une année alors encore très particulière. 2019 et 2020, entre les gilets jaunes et le Covid, il faut un pays très très solide pour résister à cela dans de bonnes conditions. On a développé un filet de sécurité, et le gouvernement l'a fait, et nous étions d'accord avec cela, à développer un filet de sécurité tout à fait hors norme et qui n'était pas employé dans beaucoup d'autres pays. Donc, on peut s'en féliciter. La vraie question est de que ce filet de sécurité ne devienne pas à un moment donné un boulet qui nous entraîne vers le fond de la rivière. Donc, il faut à un moment donné que l'économie, elle reparte et que les entreprises prennent en compte l'ensemble des enseignements de cette crise, mais que l'État en prenne en compte aussi cela. Vous parliez au début de rapprocher la décision du citoyen. L'idée de circuit court est plutôt bien vue de la part des Français. Chacun veut acheter ses légumes en circuit court. Chacun pense que l'artisan du coin, c'est mieux que, évidemment, l'industriel chinois. Mais le circuit court, c'est aussi un changement de vie. C'est aussi un changement pour probablement une mode d'évolution des décisions. Le circuit court, c'est aussi la décentralisation. C'est de laisser plus de liberté aux acteurs locaux qui connaissent au fond les uns et les autres pour aménager ou réformer. Alors, ça ne peut pas être vrai pour les retraites, ça ne peut pas être vrai pour le modèle social, mais son utilisation, sa gestion, la prise de connaissance des défis sont aussi locaux. Et donc, on doit aller vers un modèle où la décentralisation, mais aussi l'autonomie financière des collectivités qui doit aller avec, alors qu'elle est plutôt bafouée en ce moment, que la décentralisation joue à plein en France. Une France avec un président très centralisé, élu par tout le monde, et avec des prises de décision adaptées en fonction des circonstances, me semblerait être la France dans laquelle beaucoup de Français auraient envie de vivre. Très bien. Je vous remercie une nouvelle fois et je vais clôturer ce webinaire. Et puis peut-être aurons-nous l'occasion d'échanger prochainement avec des perspectives économiques plus radieuses. Voilà, plus joyeuses. Merci à vous tous et merci à nos auditeurs d'être restés. Voilà, je les remercie également. Bonne soirée, à très bientôt. Au revoir. Merci encore. On va faire la petite fenêtre en dessous.